Dans la première partie, nous avions détaillé la situation économique, culturelle et politique de l'Alsace en 1914. Situation économique très bonne, culturellement en bonne santé, politiquement en bonne voie, mais peut mieux faire. Et c'est peu de le dire. La constitution que nous avions détaillée présentait de grandes avancées par rapport à la précédente, notamment une meilleure représentation dans les institutions du Reich. Le suffrage universel masculin, oui, parce que les Alsaciennes lorraines n'avaient pas le droit de vote, ce qui en soi est déjà un mauvais point. Mais il restait pas mal d'autres points négatifs. Si l'on devait représenter la constitution du Land Elsass-Lothringen en 1911, il ressemblerait à ça. Nous y retrouvons d'ailleurs tous les acteurs. Le peuple, le Parlement, avec sa chambre basse et sa chambre haute, le Statthalter, le Staatssekretär, son gouvernement et bien évidemment le Kaiser. Comme nous l'avons dit, c'est le peuple alsacien lorrain qui élit ses représentants de la chambre basse au suffrage universel masculin direct. Ils sont 60 à être élus en octobre 1911. Après, il y a la chambre haute composée des représentants des corps constitués et de citoyens de l'Empire résidant en Alsace-Lorraine, en sachant que ces derniers ne peuvent pas être plus nombreux que les représentants des corps constitués. La question que vous posez certainement, c'est qu'est-ce que c'est que ces corps constitués? Il s'agit d'institutions reconnues par l'État, de l'administration, de la justice, des religions, etc. Pour le Reichsland, il s'agissait déjà des évêques de Strasbourg et de Metz, du président de l'église protestante de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine, du président de l'église protestante réformée d'Alsace et de Lorraine, d'un représentant des consistoires israélites, du président du tribunal de grande instance de Colmar et d'un représentant de l'université de Strasbourg. Les grandes villes de Strasbourg, Mulhouse, Colmar et Metz y élisaient un représentant, de même que les chambres de commerce de ces mêmes villes. La campagne avait également son mot à dire par la désignation de 2 représentants des conseils agricoles de Haute-Alsace, de Basse-Alsace et de Lorraine, soit 6 représentants en tout. Il faut encore y ajouter 2 représentants de la chambre des métiers d'Alsace-Lorraine et enfin 3 représentants syndicaux qui auraient dû s'ajouter à la liste suite au vote d'une loi, mais hélas, j'ignore si cette dernière a été votée à temps. Toute cette fastidieuse énumération pour démontrer que ce que l'on peut appeler un Sénat d'Alsace-Lorraine n'est pas élu par le peuple, mais composé en partie des représentants des corps professionnels, institutionnels et religieux, tandis que l'autre partie est composée de citoyens nommés par l'empereur allemand lui-même. Il faut l'accord des 2 chambres pour qu'un projet de loi aboutisse entre les mains de l'empereur, qui doit l'approuver pour qu'elle soit appliquée. Enfin, c'est toujours uniquement l'empereur qui nomme le Statthalter et qui peut le révoquer, et c'est ce même Statthalter qui nomme les représentants de l'Alsace-Lorraine au Bundesrat. On remarque donc un premier défaut, si l'on peut dire, de cette constitution, c'est que contrairement aux autres États, le Kaiser est incontournable. Conclusion, même si les progrès sont réels, le Land Elsass-Lothringen reste un Reichsland, même s'il passe d'une certaine manière de pays d'empire à État de l'empire. Mais alors, pourquoi une constitution avec autant de défauts? Pourquoi, après 40 ans de vie commune, le Reichsland n'a toujours pas droit à l'égalité pleine et entière avec les autres États allemands? Pourquoi prendre le risque de frustrer toute l'Alsace-Lorraine? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a d'autres enjeux en lice. Ce sujet reste très sensible dans la politique intérieure du Deuxième Reich en général. Les conservateurs allemands redoutent cette égalité si le Reichsland devient un État à part entière. Combien de temps avant qu'il ne retourne à la France? Ce qui, au passage, illustre un manque flagrant de confiance, mais une crainte réelle des conservateurs. En fait, cette constitution est le résultat d'un compromis extrêmement fragile obtenu au Reichstag, où, par exemple, le suffrage universel accordé pour l'élection de la chambre basse était destiné à rallier les socialistes allemands à la validation du projet. Et de l'autre côté, l'inscription dans la constitution que la langue officielle et d'enseignement soit l'allemand, ainsi que le maintien sous la tutelle du Kaiser, doit rallier les conservateurs, les nationaux-libéraux et les progressistes. L'octroi des 3 voix au Bundesrat, bien que les délégués soient nommés par le Statthalter et non par le Landtag, et à la condition que ces voix ne donnent pas une majorité à la Prusse, eh bien cette mesure devait rallier le centre catholique allemand au projet. Du côté des conservateurs, on considérait qu'il s'agissait d'un cadeau princier, d'une marque d'honneur. Les autres partis voyaient en fait cette constitution comme un début et qu'elle pouvait être perfectionnée par la suite. En somme, un projet constitutionnel qui devait satisfaire
tout le monde, sauf finalement les principaux intéressés, les députés alsaciens-lorrains ayant voté majoritairement contre ce projet. Ainsi, même si une partie de leurs revendications furent accordées et que cette constitution devint, du fait de l'adoption du suffrage universel, une des plus démocratiques d'Allemagne, ce qui est un progrès indéniable, ils voyaient s'échapper l'essentiel, devenir un Bundesland à part entière. Ensuite, il y a de nombreux défauts. Seul le Reichstag pouvait modifier la constitution de l'Alsace-Lorraine, qui d'ailleurs ne disposait toujours pas de ses propres forces de police, ce rôle étant assuré par un corps de gendarmerie prussien indépendant de l'armée allemande. Ni d'ailleurs de corps d'armée ou de division armée spécifique au sein de l'armée allemande, comme c'était le cas par exemple du Grand-Duché de Bade, encore une fois. Enfin, il n'y a toujours pas de définition claire d'une nationalité alsacienne-lorraine, au contraire des autres États allemands. Au final, l'égalité avec les autres États de l'Allemagne était devenue plus proche, mais ce n'était pas encore une véritable égalité et il restait un obstacle de taille.